Pendant 20 ans, j'ai cartographié les souvenirs dans le cerveau humain. Je pensais comprendre qui nous sommes, que notre identité était une forteresse bâtie par des synapses. Puis, un patient sans passé m'a montré que nos esprits ne sont peut-être pas une forteresse, mais une antenne, et que les secrets les plus profonds peuvent être entendus par ceux dont le cerveau est suffisamment brisé pour écouter. Bonjour à tous, mon nom est Dr Alain Fournier. J'étais neurologue, l'un des plus grands chercheurs du pays sur les lésions cérébrales traumatiques et l'amnésie. Mon travail consistait à reconstruire ce qui se brisait dans l'esprit. Aujourd'hui, je me méfie à peine du mien. Avant de vous raconter le cas qui m'a fait abandonner les couloirs des hôpitaux pour toujours, je vous demande si vous aimez les histoires qui remettent en question le fondement même de notre identité, de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Maintenant, préparez-vous, car ce que je vais relater défie la neurologie, la psychologie et peut-être même la physique fondamentale. Mon univers était un lieu d'ordre, une carte précise de lobes, de cortex et de synapses. J'étais un cartographe de la conscience, et le cerveau pour moi était le territoire ultime, le dernier continent à être complètement exploré. Pendant 2 décennies, ma vie s'est déroulée sous la lumière froide et stérile des laboratoires et des salles d'opération de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Chaque diagnostic était une thèse, chaque patient, un puzzle avec une solution logique attendant d'être trouvée. Des lésions du lobe temporal entraînaient une aphasie. Des dommages à l'hippocampe compromettaient la mémoire. C'étaient des équations biologiques, cause et effet. J'y croyais avec la ferveur d'un prêtre. Le cerveau était une machine complexe, sans aucun doute la plus complexe de l'univers connu, mais une machine tout de même. Un mécanisme de chair et d'électricité. Et j'étais l'un de ses meilleurs mécaniciens. Cette certitude, cette arrogance professionnelle était la fondation sur laquelle j'avais bâti toute ma carrière, toute mon identité. Je voyais l'émerveillement dans les yeux des internes, l'admiration de mes confrères, et je me sentais en sécurité. Je comprenais les règles du jeu. De tous les visages, de tous les cas qui sont passés entre mes mains, de tous les cerveaux que j'ai vus cartographiés sur des écrans d'IRM, il n'y en a qu'un qui compte vraiment. Un cas qui n'était pas une équation, mais un paradoxe. Un cas qui a pris ma carte de l'esprit et l'a déchirée en 1000 morceaux, me montrant que le territoire que je pensais connaître n'était que le rivage d'un océan vaste et incompréhensible. Voici l'histoire de ce cas. L'histoire de l'homme qui m'a fait me demander si la mémoire réside, en fait, à l'intérieur de nous, ou si nous sommes simplement les récepteurs d'une transmission ancienne et interminable. L'histoire qui a mis fin à ma carrière et, d'une certaine manière, à ma vie telle que je la connaissais. Tout a commencé un mardi pluvieux d'automne, un jour comme les autres, imprégné d'une normalité grise et lyonnaise. La sirène d'une ambulance était la bande sonore constante de mon travail, un son que j'enregistrais à peine. Mais cet appel fut différent. Il est arrivé comme Monsieur X, victime d'une chute d'échafaudage, sans papier, conscient mais désorienté. De la routine. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Quand je l'ai vu pour la première fois aux urgences, il était la définition même de l'homme ordinaire. La trentaine, taille moyenne, cheveux bruns, des traits qui ne se démarquaient pas. Les secouristes ont dit qu'il était tombé de près de 3 étages. C'était un miracle qu'il ait survécu avec si peu d'égratignures visibles. Physiquement, il n'avait qu'une commotion cérébrale modérée et quelques contusions importantes. Mais son esprit, mon domaine, était dévasté. Il ne connaissait pas son nom, il ne connaissait pas son âge, il ne savait pas où il était ni comment il était arrivé là. Quand je lui ai demandé quelle était la première chose dont il se souvenait, ses yeux d'un bleu étonnamment clair m'ont fixé avec un vide absolu. La lumière, a-t-il dit. La lumière sur mon visage. C'était la lumière du plafonnier des urgences. Sa mémoire, son histoire entière commençait à cet instant précis. C'était un cas d'amnésie rétrograde totale, le plus pur que j'ai jamais vu. Nous avons mené une batterie complète d'examens. L'IRM fonctionnel, l'électroencéphalogramme, les tomodensitogrammes. Les résultats étaient déconcertants. Il y avait des signes de la commotion, un léger œdème, mais aucune lésion structurelle significative. Aucun dommage à l'hippocampe, aucun traumatisme visible sur le cortex qui pourrait justifier cet effacement complet. Son esprit était une maison avec toutes les lumières éteintes, mais sans un seul fusible grillé. C'était une énigme clinique parfaite.
le genre de défi intellectuel qui me stimulait. En l'absence de nom, l'équipe soignante a commencé à l'appeler Léo. Le nom est resté. Il semblait correspondre à sa nature anonyme. Les premiers jours, il était comme un enfant dans un corps d'adulte, réapprenant le monde à partir de zéro, fasciné et effrayé par les choses les plus simples. Mais sous la surface de ce puzzle fascinant, quelque chose était profondément anormal. Je le sentais dans les couloirs silencieux de l'hôpital la nuit, une dissonance subtile que ma science ne parvenait pas encore à nommer. Les premiers jours, la routine de Léo était un exercice de reconstruction. Des orthophonistes l'aidaient à redécouvrir la fluidité du langage. Des ergothérapeutes le guidaient dans des tâches simples, comme faire ses lacets ou utiliser des couverts. C'était un élève appliqué, curieux, et sa frustration était palpable. Il savait à un niveau instinctif qu'il devrait connaître ces choses. C'était comme avoir les mots sur le bout de la langue, mais la langue était tout son être. Je passais des heures avec lui, appliquant des tests de mémoire, essayant de trouver une fissure, un unique souvenir perdu qui pourrait servir de fil pour tirer le reste de sa vie hors de l'abîme. Mais il n'y avait rien. Son esprit était une forteresse impénétrable, ou plutôt un coffre-fort vide. C'est alors que les premières fissures sont apparues, mais pas dans son amnésie. Les fissures sont apparues dans ma réalité. La première anomalie s'est produite la 2e semaine. L'une des infirmières les plus expérimentées de l'étage, une femme nommée Svetlana, d'origine russe, tentait de faire une prise de sang à Léo. Il a eu un mouvement brusque et elle s'est piqué le doigt avec l'aiguille. Dans un réflexe, elle a juré dans sa langue maternelle, une phrase courte et dure. Léo, qui jusqu'alors peinait à construire des phrases complexes en français, a tourné la tête sur l'oreiller et a répondu en russe parfait, avec un accent impeccable. « Nichero strashnogo bevait » a-t-il dit. « Ne vous inquiétez pas, ça arrive. » Svetlana s'est figée, les yeux écarquillés. Elle m'a appelé immédiatement. Quand j'ai confronté Léo, il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Il m'a regardé avec la même confusion vide que d'habitude. « Du russe » a-t-il demandé. Je ne parle pas russe, mais il le parlait. La prononciation, la cadence étaient celles d'un locuteur natif. J'ai rapporté l'incident au docteur Bernard, le chef du service de psychiatrie. Bernard était un homme d'une logique implacable, un sceptique par profession et par nature. Pour lui, chaque anomalie mentale avait une case de classification dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Il a écouté mon récit avec un intérêt poli, les doigts entrelacés sur son bureau en acajou. « Fascinant, Alain », a-t-il dit, avec un sourire condescendant. Probablement un cas de cryptomnésie. Il a peut-être entendu du russe dans son enfance, peut-être d'un voisin, et le traumatisme a réactivé cette mémoire latente et fragmentée. C'est rare, mais pas inédit. L'explication était plausible, rationnelle. Je voulais y croire. Mais quelques jours plus tard, la 2e anomalie s'est produite. Je faisais ma ronde et je suis passé par la salle de repos des internes. Sur une tablette posée sur la table, un jeune chercheur avait laissé un problème complexe de chromodynamique quantique, une partie d'une simulation sur laquelle il était bloqué. Léo marchait dans le couloir, sa démarche encore un peu incertaine, accompagné d'un kinésithérapeute. Il s'est arrêté à la porte, a penché la tête et a regardé l'écran de la tablette. Puis il a calmement pris l'appareil, a effacé une partie du code de la simulation et a tapé une nouvelle série de commandes à sa place. L'interne est revenu quelques minutes plus tard, a regardé la tablette et est devenu blême. Léo n'avait pas seulement corrigé l'erreur, il avait optimisé l'algorithme tout entier. Une solution élégante et géniale que l'interne et son professeur cherchaient depuis des semaines. Interrogé, la réponse de Léo fut la même. Un haussement d'épaule, un regard vide. « Je ne sais pas, ça semblait juste. » Cette fois, la théorie de Bernard fut plus élaborée. « Syndrome du savant acquis », a-t-il déclaré lors de notre réunion d'équipe. La lésion cérébrale a, d'une certaine manière, recablé les voies neuronales, débloquant un potentiel cognitif latent. Le cerveau est un organe remarquable, Alain. Il s'adapte de manière que nous commençons à peine à comprendre. Il parlait avec l'autorité de celui qui classe une affaire, mais je sentais un frisson de doute. C'était trop propre, trop bien rangé. Les explications de Bernard étaient comme essayer de couvrir un abîme avec un tapis.
Le sentiment que quelque chose était fondamentalement anormal s'approfondissait. Ce n'était plus une curiosité intellectuelle, c'était devenu une obsession silencieuse. J'ai commencé à passer mes nuits à l'hôpital, lisant et relisant le dossier de Léo, fixant ses scanners cérébraux, cherchant une réponse qui n'était pas là. Et puis, le phénomène a changé. Il a quitté le domaine du savantisme pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus étrange, de beaucoup plus personnel. Léo a commencé à avoir ce qu'il appelait des flashs. Ce n'étaient pas des souvenirs, c'étaient des expériences. Un jour, il regardait la pluie par la fenêtre et ses yeux ont perdu leur mise au point. « La boue », a-t-il murmuré, « l'odeur de la poudre et de la pluie. La laine de l'uniforme est trempée et rêche sur mon cou. J'ai peur de lever la tête. » Il a décrit avec des détails minutieux la sensation d'être dans une tranchée pendant la bataille de Verdun, la couleur du ciel, le son des obus au loin. Il ressentait la peur, le froid, la faim d'un soldat qu'il n'avait jamais été. Bernard a été rapide à diagnostiquer. « Confabulation », a-t-il dit, presque avec soulagement. Son cerveau déteste le vide de l'amnésie, alors il crée des histoires pour le combler. Il prend des fragments de films, de livres, de conversations qu'il entend, et les tisse en récits élaborés. C'est un mécanisme de défense, rien de plus. Mais les confabulations de Léo étaient trop détaillées. Il a décrit l'odeur du thé à la menthe et du cuir dans un souk de Marrakech en 1922, la sensation de la poussière dans ses poumons, la façon dont la lumière du soleil filtrait à travers les bâches colorées. Il a parlé de la vibration du pont d'un morutier au large de Terre-Neuve au XIXe siècle, du froid mordant du vent salé. C'étaient des récits à la première personne, remplis de détails sensoriels et émotionnels qu'il semblait impossible d'inventer avec une telle consistance. Mon enquête subtile est devenue plus intense. J'enregistrais nos sessions, transcrivais les flashs et passais mes nuits à vérifier les détails. Chaque fait historique, chaque détail géographique, chaque description culturelle qu'il mentionnait était précise, effroyablement précise. J'ai commencé à m'éloigner de mes collègues, à éviter les discussions avec Bernard. Son scepticisme, autrefois une encre de rationalité, me semblait maintenant un aveuglement volontaire. « Vous vous impliquez trop, Alain », m'a-t-il averti un jour dans le couloir. « Ce patient est un miroir. Vous commencez à voir ce que vous voulez voir en lui. Faites attention. C'est ainsi que les bons médecins perdent leur objectivité. » Je savais qu'il avait tort. Je ne perdais pas mon objectivité, je perdais ma certitude, et c'était bien plus terrifiant. Le point de rupture, le moment où le sol s'est désintégré sous mes pieds, est survenu un jeudi après-midi. J'étais dans mon bureau avec Léo pour l'une de nos séances régulières. La pièce était silencieuse, seulement le doux bourdonnement de l'ordinateur et le son de mon stylo sur le papier. Je posais des questions habituelles et il donnait les réponses vides habituelles. Puis il s'est arrêté au milieu d'une phrase. Ses yeux bleus, normalement confus, se sont fixés sur moi. Mais ce n'était pas une mise au point normale. C'était une profondeur, une intensité que je n'avais jamais vue. On aurait dit qu'il regardait à travers moi, vers quelque chose de très ancien en moi. « Vous ne devriez pas vous en vouloir pour l'eau », a-t-il dit, sa voix calme et égale. Mon sang s'est glacé. J'ai arrêté d'écrire. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» ai-je demandé, ma propre voix un murmure rauque. Il a continué, impassible, comme s'il récitait un fait tiré d'un livre. L'eau était si sombre. Vous étiez juste un enfant, perdu dans votre livre. Ce n'est pas votre faute si vous ne l'avez pas vu glisser. Il décrivait la mort de mon jeune frère, Philippe. Un accident d'enfance, un traumatisme que j'avais enterré sous 40 ans de silence et de culpabilité. Un secret que je n'avais jamais, de toute ma vie, raconté à une seule âme. Ni à mes ex-femmes, ni à des thérapeutes, ni à mon meilleur ami. Ma main tremblait tellement que le stylo est tombé sur le sol, faisant un petit bruit de plastique qui a semblé résonner comme un coup de feu dans le silence du bureau. J'ai regardé Léo, l'homme sans passé, et pour la première fois de ma vie professionnelle, j'ai eu peur. Une peur réelle, primitive et existentielle. Il ne confabulait pas. Il n'était pas un savant, il était autre chose. Et le coffre-fort qu'il avait forcé n'était pas le sien, c'était le mien. À cet instant, le cas a cessé de le concerner pour concerner la nature même de la réalité.
L'explication de Bernard sur la mémoire latente et la confabulation s'est dissipée en fumée. Il n'y avait qu'une seule vérité terrifiante assise en face de moi. Cet homme, d'une manière ou d'une autre, lisait mon âme. Et s'il pouvait lire la mienne, que pouvait-il lire d'autre? Le silence qui a suivi la révélation de Léo sur mon frère a été le plus lourd que j'ai jamais connu. Il a duré peut-être une minute, mais a semblé une éternité géologique. Dans ce silence, tout mon monde professionnel, construit sur la fondation solide de la neurologie et des preuves empiriques, s'est effondré. Le stylo par terre, le bourdonnement de l'ordinateur, le visage vide de Léo, tout semblait surréaliste, une partie d'un cauchemar fiévreux dont je ne pouvais pas me réveiller. J'ai annulé le reste de mes rendez-vous ce jour-là. J'ai appelé Bernard dans mon bureau et d'une voix que je reconnaissais à peine comme la mienne, j'ai relaté ce qui s'était passé. Pour la première fois, j'ai vu le masque de scepticisme professionnel de Bernard vaciller. Il n'a pas offert de théorie. Il n'a pas parlé de projection ou de transfert. Il est juste devenu pâle et s'est assis lourdement sur l'une des chaises, regardant dans le vide. La peur était contagieuse. Ce qui était auparavant un cas clinique fascinant était devenu une anomalie dangereuse. La nouvelle, même si non officielle, s'est répandue dans l'étage comme un gaz invisible. Les infirmières ont commencé à hésiter avant d'entrer dans la chambre de Léo, la chambre 19. Les conversations dans les couloirs cessaient quand il passait. Les gens n'osaient plus le regarder dans les yeux. Personne ne voulait être le prochain à voir son coffre-fort intérieur forcé, ses secrets les plus sombres exposés à la lumière froide d'un hôpital. Le phénomène chez Léo s'est accéléré de façon spectaculaire. Il n'avait plus besoin d'un déclencheur pour accéder aux informations. La proximité semblait suffire. Il était devenu un nexus, un point focal pour la douleur et les secrets de tous ceux qui l'entouraient. Lors d'une ronde de nuit, il a regardé une patiente dans le coma dans la chambre voisine et a murmuré à l'infirmière « Dites à son mari qu'elle sait pour l'autre appartement. Elle pardonne, mais elle veut qu'il arrête de mentir aux enfants. » L'infirmière, une femme religieuse et chevronnée, a demandé son transfert de l'étage le lendemain matin. Il a regardé un ouvrier du bâtiment, un colosse qui se remettait d'une opération et maintenait une façade de force brute, et a dit « L'aiguille ne fera pas aussi mal que la première fois. Vous aviez 5 ans et le médecin n'a pas été gentil. Mais cette fois, ce sera différent. » L'homme s'est effondré en larmes. Léo n'était plus une toile blanche. Il était un miroir qui reflétait les vérités les plus cachées de chacun. Le danger qu'il représentait n'était pas physique, mais existentiel. Il démantelait l'illusion fondamentale qui nous permet de vivre en société. L'illusion que nos pensées sont privées, que notre moi intérieur est à nous et à nous seuls. Ses yeux, autrefois vides, semblaient maintenant contenir une multitude d'âmes, et il était insupportable de les regarder. L'équipe de l'hôpital, formée pour traiter les maladies du corps et de l'esprit, n'avait aucun protocole pour faire face à une maladie de l'intimité même. Le climax est arrivé par une nuit d'orage, 3 semaines après son admission. Les éclairs illuminaient par intermittence les couloirs sombres et le son du tonnerre semblait ébranler les fondations du bâtiment. J'ai été appelé d'urgence dans la chambre 19. Léo faisait une crise. Quand je suis arrivé, l'équipe d'urgence était déjà là. C'était une crise tonico-clonique généralisée, violente. Son corps se tordait sur le lit, les moniteurs cardiaques bipaient frénétiquement. Nous avons administré du diazépam par voie intraveineuse, en suivant le protocole à la lettre. Mais pendant que son corps tremblait, quelque chose d'autre se produisait. Des sons gutturaux sortaient de sa gorge, des mots fragmentés dans différentes langues. J'ai reconnu des bribes de russe, quelque chose qui ressemblait à de l'allemand, et d'autres langues que je ne pouvais identifier. C'était comme si une station de radio était syntonisée de manière incontrôlable dans son larynx. Les lumières de la chambre scintillaient au rythme de ses spasmes. Après 2 longues minutes, la crise a cessé. Son corps est devenu flasque sur le lit. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le son de la pluie et les bips rythmiques des moniteurs. Nous pensions que c'était fini, mais le pire ne faisait que commencer. Ses yeux se sont ouverts. Mais ce n'était pas Léo. La confusion avait disparu, remplacée par une intelligence ancienne et collective. Et puis, il a commencé à parler. Et ce n'était pas une voix. C'était des dizaines, peut-être des centaines de voix parlant à travers lui, superposées, une cacophonie de vie, d'époques et d'émotions.
La voix d'un jeune soldat effrayé, le rire d'une femme âgée, les pleurs d'un enfant, un ordre crié dans une langue morte. C'était un cœur impossible, le son de nombreuses vies piégées dans une seule gorge. L'équipe médicale a reculé, une horreur primordiale sur leur visage. Et puis au milieu de cette tempête de voix, l'une d'elles est devenue claire, cristalline, une voix qui a traversé le temps et mon propre cœur endurci, une voix que je n'avais pas entendue depuis 40 ans. « Tout va bien, Alain », a dit la voix de mon frère, Philippe, par la bouche de cet étranger. « Je te pardonne. » À cet instant, l'univers s'est arrêté. Le temps, la science, la raison, tout s'est dissous. Il n'y avait que cette voix et la terrible, impossible vérité qu'elle apportait. J'ai enfin compris. La lésion cérébrale de Léo n'avait pas effacé son esprit. Elle avait brisé quelque chose de bien plus fondamental. Elle avait brisé le filtre, le mécanisme que chacun de nous possède, qui nous définit comme des individus, qui crée la frontière entre le moi et l'autre. Son esprit n'était plus une forteresse. C'était une antenne brisée, syntonisée sur toutes les fréquences en même temps, captant la statique de chaque conscience environnante, et peut-être de consciences qui n'étaient plus là. Après cette nuit, après que la voix de mon frère eut résonné dans la chambre d'hôpital, le phénomène cessa. La cacophonie des voix se retira, laissant Léo dans un silence profond et absolu. Il ne se réveilla pas. Il entra dans un état de coma dont il ne sortirait jamais. Les moniteurs montraient que son activité cérébrale, autrefois erratique et tempétueuse, était maintenant une ligne faible et presque plate. C'était comme si le torrent d'informations, l'avalanche de conscience qu'il avait traversé, avait surchargé et grillé ses circuits neuronaux de manière irréparable. Il est resté dans cet état pendant 3 jours, une coquille humaine reliée à des machines qui respiraient et pompèrent du sang pour lui. La 3e nuit, sans avertissement, son cœur, qui avait été stable jusque-là, s'est tout simplement arrêté. Pas une fibrillation, pas une arythmie, une ligne plate instantanée sur l'électrocardiogramme, un arrêt cardiaque total et inexplicable. Il n'y avait rien que nous puissions faire. Monsieur X, le patient que nous avions appelé Léo, a été déclaré mort à 2h17 du matin. La cause officielle du décès a été enregistrée comme un arrêt cardiaque suite à des complications neurologiques de son traumatisme crânien initial. Une explication vague pour un événement incompréhensible. Le dossier a été classé. Pour l'hôpital, pour la science médicale, c'était une anomalie tragique, une étude de cas bizarre à discuter lors de conférences pendant des années, mais en fin de compte, un dossier clos. Pour moi, cependant, rien n'était clos. Tout avait été ouvert en grand. Je n'ai plus réussi à retourner dans mon laboratoire. J'ai essayé, la semaine suivant la mort de Léo. Je me suis assis devant mon poste de travail, les images colorées d'un cerveau en 3D tournant sur l'écran. Avant, je voyais un organe d'une complexité élégante, une carte à déchiffrer. Maintenant, je voyais une imposture. Je regardais l'hippocampe et je ne voyais pas le centre de la mémoire. Je voyais une station de syntonisation. Je regardais le cortex préfrontal et je ne voyais pas le siège de la personnalité. Je voyais un pare-feu, un filtre fragile qui nous protège d'un océan d'informations qui nous noierait. Les outils de ma profession, les piliers de ma compréhension, étaient devenus inutiles, comme essayer de mesurer l'océan avec une règle d'écolier. Ce que j'avais vu et entendu dans cette chambre d'hôpital ne cadrait avec aucun de mes livres, aucune de mes études. La voix de mon frère. Pas une hallucination auditive née du stress, je le savais. C'était réel. L'intonation, la cadence, la façon dont il disait mon nom, c'était lui. Léo n'aurait pas pu inventer ça. Je n'aurais pas pu projeter ça. C'était une transmission, reçue par un appareil cassé. Cette prise de conscience m'a brisé. La certitude qui me définissait a été remplacée par un doute terrifiant. Si notre identité, nos souvenirs, nos secrets les plus profonds ne sont pas stockés en toute sécurité à l'intérieur de notre crâne, alors que sommes-nous? Sommes-nous juste une station de radio syntonisée sur une seule fréquence que nous appelons « moi » tout au long de notre vie? Et si cette syntonisation est interrompue par un traumatisme, par une lésion, commençons-nous à capter les transmissions d'autres personnes? Ou, plus effrayante encore, les transmissions de ceux dont les stations ont.
Déjà cessé d'émettre? J'ai tout abandonné. J'ai présenté ma démission, invoquant un épuisement professionnel. Bernard n'a pas discuté. Il m'a juste regardé avec une expression qui était un mélange de pitié et peut-être d'une peur qu'il n'admettrait jamais. J'ai vendu mon appartement, laissé derrière moi ma chaire à l'université, ma réputation, ma vie entière. J'ai déménagé dans un village isolé en Auvergne, un endroit où personne ne connaissait le docteur. Alain Fournier, le cartographe de l'esprit. Je suis devenu simplement Alain, un homme qui lit beaucoup de livres et qui restaure de vieilles horloges, passant des heures à regarder le ciel nocturne. La transformation a été totale. L'homme qui vivait dans un monde de réponses vit maintenant dans un monde de questions sans fin. Le mécanicien de l'esprit a maintenant une peur profonde de l'esprit lui-même. Parfois, lors de nuits silencieuses, quand je suis entre le sommeil et la veille, je crois entendre des fragments de pensées qui ne sont pas les miennes. Un écho de rire, une pointe de tristesse qui ne m'appartient pas. Je sais que c'est probablement juste mon imagination, une conséquence du traumatisme que j'ai vécu, mais je n'en suis plus certain. Je ne suis plus certain de rien. Le cas de Léo m'a appris la leçon la plus humiliante et la plus terrifiante de toutes. La science est un outil puissant pour mesurer le connu, mais elle est totalement aveugle à ce qui se trouve au-delà de ses frontières. Nous avons cartographié le cerveau, mais nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'est la conscience. Nous pensons que l'identité est un produit de notre biologie, mais peut-être ne sommes-nous que des locataires temporaires dans nos propres corps, syntonisés sur une chanson qui a commencé bien avant nous et qui continuera bien après notre départ. À ce jour, je ne sais pas qui ou ce qu'était Léo. Un canal? La preuve que la conscience est un champ universel et partagé? Ou juste un aperçu tragique du chaos primordial qui bouillonne juste sous la fine surface de notre identité? La seule chose que je sais, c'est qu'il m'a laissé un héritage, une question qui me hante chaque jour. Et maintenant, je vous la transmets. Si vous perdiez tous vos souvenirs, qui deviendriez-vous? Ou plutôt, que deviendrez-vous? Laissez votre théorie dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas le seul